Bienvenue à tous. Donc moi je suis Jean-Guillaume Bélier et avec Ophélie qui est au-dessus, on représente l'association et l'école de l'enfance libre qui est à Mulhouse. Et aujourd'hui on a l'honneur, la joie d'accueillir Marion Querc, qui est la réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Même qu'on est imbattable et qui pour moi est le documentaire qui manquait en France sur la question de la maltraitance, des violences éducatives. Et Marion a fait un documentaire qui nous prend un peu par surprise parce qu'au lieu de s'imaginer quelque chose qui dit oh, c'est mal de battre ses enfants, c'est pas bien, elle nous emmène en Suède et en Suède elle nous montre comment ça se passe. Et alors là c'est un peu un voyage dans un pays imaginaire, on a l'impression qu'on est dans une utopie, que c'est pas possible et pourtant c'est possible et c'est ça la force de ce documentaire. Alors moi, j'ai le DVD, j'ai eu la chance de le voir aussi au cinéma. Je vous invite à le voir après le confinement. Hein, vous pouvez l'inviter dans vos cinémas à découvrir ce documentaire. Et on va peut-être te laisser te dire bonjour à tout le monde. Je te laisse et Ophélie aussi, je vous laisse la parole. Puis après, on passera le teaser du documentaire. Je commence ou tu commences, Ophélie? Bah, peut-être que tu peux Ok, commencer en ouais. parlant de la genèse du film et de ta découverte de Ouais, la Suède. moi j'aimerais d'abord commencer tout en disant, je crois que j'ai jamais fait de live Facebook, c'est la première fois. Je suis pas d'habitude très, voilà, c'est pas trop mon genre, mais c'est vrai qu'en tout cas, une petite aparté très légère, hein, mais c'est vrai que quand Manuel m'a contacté, voilà, en me disant, bah oui, nous on est à Mulhouse et du coup, bah, j'ai eu vraiment envie de participer, quoi, parce que bah, déjà quand même tout mon soutien hein, par rapport à ce qui se passe un peu partout, mais quand même particulièrement en ce moment vers chez vous. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup aussi une pensée. Je pense on parle pas mal là ces jours-ci effectivement que du coup confinement égale violence conjugale, ce genre de choses. Mais on a peut-être un tout petit peu tendance à oublier les enfants qui sont en fait tout autant exposés que les femmes, peut-être même plus pendant le confinement. Et j'ai vu pas mal de posts un peu passés, voilà, de parents un petit peu à bout, qui saturent un petit peu. Et il y a pas mal d'humour qui se fait sur justement un humour noir un peu sur les violences faites aux enfants en ces temps de confinement. Et j'aimerais bien qu'on n'oublie pas que c'est pas drôle parce que là en ce moment même là quand on est en train de se parler il y a des enfants qui sont en train de subir des violences sexuelles, des violences physiques, des violences morales et ils sont totalement aux mains de leur bourreau, ils peuvent rien faire quoi. Donc j'aimerais bien, voilà, j'ai entendu Adrien Taquet qui disait dans un live qu'il a fait il y a quelques jours qu'il allait qu'ils allaient faire une campagne du 119 pour l'enfance maltraitée la semaine prochaine, qui va être lancée en France. Alors, Voilà, oubliez pas les enfants. Adrien Taquet, tu Taquet, peux rappeler, c'est un secrétaire d'État. Hein. ouais, c'est ça, ouais, la protection de l'enfance. Qui du coup a dit que c'était important là effectivement bah oui on parle des femmes hein, évidemment on en parle de plus en plus en France et c'est très chouette Mm. mais je pense qu'il faut vraiment parler des enfants aussi parce qu'ils sont tout autant sinon plus encore en danger que nous les femmes quoi donc voilà c'était ma petite aparté mais je trouve que c'est quand même important quoi voilà pour ma petite présentation. Mm. Alors, Ophélie, tu veux ajouter quelque chose? Non, je suis ravie de faire ce live et de pouvoir poser les questions et découvrir aussi un peu ton univers, Marion. Alors, je vous propose qu'on regarde le teaser qui dure 40 secondes, 50 secondes du documentaire, et puis on se retrouve après. Alors, j'ai quelques manips techniques à faire. C'est la première fois que je fais tout ça, moi aussi. Donc, j'espère que ça va bien marcher. Je vous cache, je me cache, et c'est parti. Jag har inte sett det i verkligheten. Det är klart det är misshandel ifall man slår någon lite. Ifall jag tar lite av dina pengar. Det är fortfarande att stjäla. Ska jag säga vilken som är ledsamt? Den som är ledsen. Ja, det är den och den. Den har smärta och den har smärta. När man var liten och ens förälder slog en, man måste ju ha liksom blivit arg på något sätt. Och så gör man samma sak mot sitt eget barn. Det är så konstigt alltså. Kommer man inte ihåg någonting från sin egen barndom
Voilà, on revient. Je nous remets tous. Voilà. Est-ce que tout le monde nous entend? On est à nouveau en ligne? Oui, c'est bon, parce que des fois, il y a des histoires de son qui ne marchent pas. Voilà, on a vu ces extraits où effectivement, pour les Suédois, quand ils voient les images de coups donnés sur des enfants, ils ne comprennent pas, quoi. Il y a des scènes dans le documentaire qui sont stupéfiantes, quoi, qui sont vraiment un coup de poing pour nous, parce qu'on voit des parents qui regardent, on en parlera après, mais qui voient des scènes de violence faites aux enfants, et il y a quelque chose chez eux qui réagit de manière normale, j'ai envie de dire, ils pleurent. Ils sont émus aux larmes de voir ce qu'on fait subir aux enfants dans notre pays, quoi. Et c'est là où on a une espèce de décalage qui se produit. On dit on est à ce point-là coupé de nos émotions, de notre cœur. On ne se rend même plus compte qu'on fait mal aux enfants. Et si on arrête de le faire, eh bien, ça peut tout changer. Alors voilà, je raconte un peu le documentaire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et j'ai envie de t'inviter à nous raconter un peu la genèse de ce qui t'a amené à ce documentaire qui n'est pas le premier pour toi. Ouais, oui, non, c'est sûr, non, tu le décris très bien. Ouais, c'est sûr. Après, c'est pas. Oui, on est coupé. Oui, mais enfin, on n'est pas plus mauvais. On n'est pas plus mauvais que les Nordiques. On n'est pas plus méchants que les Nordiques. On baigne dans une société qui nous a donné des codes et des pseudo-normes qui sont différentes. Moi, je pense que la violence éducative, j'en suis certaine, c'est d'abord un problème de société. Et on devrait plus l'aborder comme ça, d'ailleurs, plutôt que de parler de vision de l'éducation, de valeurs qu'on a à transmettre à nos enfants, qu'on appelle ici beaucoup alternatives. Il faudrait qu'on se sorte un peu de tout ça, de cette espèce de marginalisation un petit peu de cette approche, parce qu'on appelle ça, on appelle ça une approche, une démarche. Enfin, en tout cas, c'est dû faire autrement, quoi. Or, si on veut réellement pouvoir nous reconnecter à finalement ce qui est naturel, de base chez l'être humain, s'il n'est pas cabossé par la violence, c'est social, c'est vraiment social. C'est individuel, bien sûr aussi, parce que c'est tout un chacun qui doit faire un travail sur lui, mais c'est d'abord social. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vu quand j'ai débarqué en Suède. J'avais 19 ans. J'étais fille au père au début, et puis j'y suis allée parce que j'avais vraiment envie j'avais envie de vivre dans ce pays, en fait, qui avait interdit les violences depuis à l'époque. Ça devait faire un peu plus de 30 ans, et je me disais, voilà, qu'est-ce que ça donne comme société, qu'est-ce que ça donne comme adulte, quoi. Donc je suis partie vivre là-bas à 19 ans. Et effectivement, tu parles d'un coup de poing, c'est un gros choc, quand même, parce que on sent vite qu'on est c'est assez intéressant, parce que je pense que comme tout être humain, on a des normes sociales, on est imprégné de plein de valeurs, on est imprégné de plein de codes, et on le sait même pas, en fait, parce que très souvent on se balade dans un environnement et dans un milieu où les gens ont les mêmes codes et les mêmes valeurs que nous, finalement, quand on est dans notre environnement. Donc on se pose pas trop de questions, quoi. On se dit oui, c'est comme ça, c'est la normalité, et puis on arrive quelque part dans un autre endroit totalement différent, et on se rend compte que les gens n'ont pas les mêmes codes et ils sont pas imprégnés des mêmes choses. Ils sont imprégnés d'autres choses, mais pas des mêmes choses. Et c'est là qu'on arrive à se poser des questions, en fait. C'est là qu'on se dit, mais pourquoi ça c'est quelque chose que j'ai jamais remis en question? Pourquoi ça m'a jusque-là jamais posé de problème? Et je pense que pour commencer à se poser des questions sur ce qui nous imprègne de façon si naturelle, on a l'impression, on a besoin de se confronter justement à notre réalité. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé quand j'étais en Suède au tout début. Je m'y attendais parce que je le savais que c'était un peu le pays qui avait interdit les violences sur les enfants en premier. J'avais beaucoup lu à ce sujet, je m'étais beaucoup intéressée. Mais quand on le vit, c'est quand même pas pareil, quoi. C'est quand même différent. Et toute la société porte ça. Donc très vite, on s'en laisse imprégner aussi, quoi. Alors, à la suite de ce premier voyage, j'imagine que tu n'étais pas encore réalisatrice ou tu faisais déjà des études de cinéma. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de contaminer les Français, je ne sais pas comment on pourrait dire, tu vois, mais de changer la société française, quoi, parce que c'est une œuvre de longue haleine. Ouais, alors en fait au début, moi le sujet de la violence sur les enfants, de la violence éducative, tout ça, j'ai commencé à m'intéresser, j'avais 11-12 ans. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à vraiment militer, autant en salle de cours que dans les dîners de famille, quoi. Je ne parlais que de ça tout le temps, et je voulais vraiment que les choses changent. Après voilà, j'ai découvert
Olivier Morel, qui voilà a créé l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, qui est un des premiers qui a vraiment écrit sur le sujet, qui m'a du coup amené à Alice Miller, qui pour moi et pour beaucoup d'autres d'ailleurs est vraiment le point de base vraiment pour vraiment comprendre cette pédagogie noire comme elle l'appelle. Et ensuite voilà, tout doucement je suis arrivée en me disant tiens, en fait il y a un pays sur cette planète qui a interdit ces violences. Il y en avait plus qu'un, hein, mais j'avais 14 ans quand je suis tombée sur un article qui disait que la Suède avait aboli les violences en 1979, et j'avais 14 ans quand j'ai décidé que à ma majorité je partirais. Donc c'était déjà bien en place dans ma tête. Après, une fois que je l'ai vécu, une fois que je suis arrivée sur place, j'ai eu un petit temps d'atterrissage qui a été un peu long, quoi. Et puis au bout de quelques semaines, en fait, je suis tombée sur un documentaire. À l'époque, c'était un documentaire qui passait sur Arte, qui s'appelait Au pays de la fessée interdite. J'étais toute contente, je me suis dit ouais super, on fait un documentaire sur la Suède et la loi. J'avais beaucoup d'attentes envers ce documentaire et j'ai été assez déçue en fait, parce que c'était un documentaire qui était très manichéen, qui vraiment voilà, une personne, moi je connais pas du tout la réalisatrice, hein, mais à ce que j'en avais compris, elle était venue tourner en Suède pendant quelques semaines, voilà, elle avait fait un documentaire sur ce sujet, mais il y avait rien au niveau de la culture, de l'environnement. Enfin, on peut pas comme ça faire un jugement sur un pays sans le connaître. Donc du coup, de ce jour-là, je me suis mis en tête que j'allais en faire un aussi. Du coup, j'en avais fait un premier, quoi. C'était pas Même qu'on est imbattable, c'en était un autre. Et Même qu'on est imbattable, il est venu après parce qu'en fait, au final, ayant vécu en Suède depuis, ça faisait combien de temps que j'y étais? Ça devait faire à peu près 5 ans. Ayant vraiment décodé aussi tous les secrets un peu de la société suédoise, parce que bon, ça prend du temps, hein, de se baigner à 100% dans une nouvelle culture et d'en comprendre les tenants et les aboutissants. C'est long, quoi. Il n'y a pas que l'enfance. Et du coup, j'ai eu envie de raconter la suite, quoi, et d'aller plus loin dans la réflexion encore, quoi. Voilà. Dans un extrait du film, on voit bien qu'il y a vraiment une histoire de société et de culture, parce que tu utilises le suédois pour parler à des familles et tu demandes quelque chose par rapport aux claques. Et il y a un des enfants qui ne sait même pas ce que ça veut dire, ce mot. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Enfin là, on n'en voit qu'un parce que bon, là, de toute façon, tout peut pas être dans le film, donc il y a beaucoup de scènes coupées. Mais il y a beaucoup d'enfants, hein. Enfin, j'étais à Stockholm l'année dernière, parce que l'année dernière c'était les 40 ans de l'abolition en Suède. Donc toute fière, je me suis dit ouais super, 40 ans. J'ai pris ma caméra, je suis allée filmer les Suédois dans la rue en leur demandant et alors comment ça se fait ces 4 décennies, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée face à des gens qui savaient même pas que c'était l'anniversaire de la loi, qui savaient même plus quand est-ce que la loi a été passée, qui savaient même pas que cette loi n'avait pas existé. Donc c'est tombé totalement à l'eau. Moi, j'y allais vraiment dans cet esprit de ouais super, c'est la fête, quoi. Hein. Les 40 ans, j'avais limite envie de faire un gâteau et de souffler les bougies, quoi. Et eux, en fait, ils étaient totalement déconnectés. Et j'ai eu des gamins qui avaient, pour certains, 12, 13, 14 ans, qui savaient même pas ce que c'était qu'une claque, quoi. Donc c'est social, ouais. C'est clair que on a un petit peu de chemin. Oui, on a un petit peu de chemin et on a aussi une difficulté en France, c'est que est-ce que nos institutions ou les représentants des institutions ne mesurent pas les enjeux? Parce que du coup, ton film est arrivé en même temps qu'une loi. Un petit peu avant, ouais. Un petit peu avant, dans le film, la loi est vraiment, c'est un peu un plaidoyer pour la loi, le film, hein. Donc c'est vrai qu'il est même un petit peu maintenant, il pourrait avoir un petit update, quoi. Oui, c'est ça. C'était il y a presque il y a eu quelques mois qui se sont passés, beaucoup d'événements entre les deux qui ont secoué le pays. Mais j'ai parfois l'impression qu'une grande partie des dirigeants ont du mal à aller sur ce sujet. Il est ridiculisé, on le prend à la légère, tu vois, on le tourne en dérision. Enfin bon, une claque, hein, ça n'a pas fait de mal. Et puis il y a aussi beaucoup de psys qui disent oui, mais si on fait rien, les enfants deviennent des rois. Voilà. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Parce que si ces théories-là étaient vraies, la Suède serait peuplée d'infâmes enfants en garnement horribles. Ça serait l'horreur, quoi. D'adultes aussi, hein. Oui, c'est ça, on n'aurait que des enfants rois partout, quelle horreur, quoi. Comment ils font? Comment ça se passe là-bas? Encore une fois, c'est très différent, hein. Enfin, d'ailleurs, il y a un peu de ça dans le film, après, il peut pas tout y avoir dans le film, mais si on regarde historiquement, on comprend bien aussi la différence
pourquoi nous on n'a pas pris le même chemin qu'eux, pourquoi eux ont pris un autre chemin, pourquoi les pays nordiques prennent pas les. Enfin, voilà, il y a toute une explication aussi plurielle parce que c'est complexe et historique et surtout sociale. Mais disons que voilà, si on prend des petits éléments comme ça, peut-être qui gagnent aussi à être complétés, hein, mais pour faire simple, quoi, je dirais que en France, on baigne vraiment dans cette idée que l'enfant, comme tu le dis très bien, hein, il est un petit peu là pour nous embêter, voire un peu beaucoup. Et notre rôle d'adulte, ça va être de lui poser des limites. On est vraiment dans cette idée que l'enfant a besoin de limites. Et on oublie tout le reste. L'enfant a besoin de limites, c'est tout. L'enfant, il faut lui mettre des limites, sinon il va nous manger tout cru. Il va pas être épanoui. Il faut le frustrer. C'est vraiment on est dans des règles comme ça de pouvoir qui des fois va beaucoup trop loin. Et du coup, on a cette idée en tant qu'adulte qu'on est un petit peu un peu en guerre quoi contre les enfants. Mais moi, j'en veux pas aux parents, j'en veux pas aux gens justement qui côtoient les enfants aujourd'hui en France et qui savent pas et qui sont paumés parce que concrètement, c'est très compliqué dans la société aujourd'hui de voir cette autre norme ailleurs parce qu'en France, elle est encore beaucoup trop elle est trop floue. Oui, ces dernières années, on commence à parler de plus en plus de l'alternatif. Moi, j'aime pas parler de ça, mais on parle d'alternatif, on parle d'éduquer autrement, on parle de plein de choses comme ça, mais on oublie à chaque fois en France. Il y a personne qui le fait encore. On oublie à chaque fois de poser ça à un niveau social. On n'est pas en train de parler de style d'éducation. On n'est pas en train de parler de la couleur des rideaux du salon. On n'est pas en train de discuter de l'opinion de tout un chacun. Toi, t'en penses quoi? Toi, on est en train de parler de droits humains fondamentaux et ça doit être quelque chose de social. Ça doit être quelque chose qui est amené à un niveau social. Après, toutes les familles, tous les gens, tous les enfants, tous les parents, tous les êtres humains, en fait, on est super différents. Donc, il s'agit pas d'aller mettre les gens dans des cases. Moi, je pense que ça peut pas fonctionner de dire c'est comme ça qu'on éduque et c'est pas autrement. Et ça fonctionne pas. On a un socle de non-violence qu'il faut bâtir socialement. Et ensuite, les gens dessus, ils sont tous différents. Moi, je vois beaucoup de parents de plus en plus qui, en France, qui cherchent à faire donc autrement, comme on appelle ça, mais qui sont paumés parce que la société elle suit pas. Alors du coup, ça veut forcément dire aller à l'encontre de la société, et c'est très compliqué d'aller à l'encontre de la société parce qu'on est des êtres sociaux, donc on a besoin de l'aval de l'autre. On a besoin de sentir que ce qu'on fait c'est apprécié, c'est validé par les autres, par ceux qui nous entourent. C'est humain quoi. Donc c'est une double difficulté en France. Est-ce que le premier pas ça serait pas de... Vous m'entendez? Ouais, complètement. Okay. Guillaume, on t'entend plus. Est-ce que le premier pas, ça serait pas de peut-être aussi de changer le regard dans les médias quand on voit Super Nanny ou Pascal le grand frère, et qui donnent des conseils aux parents, qui rentrent dans la vie des familles et qui finalement sont, en tout cas de mon point de vue, dans une reproduction d'une certaine violence qui est parfois très extrême. On voit des extraits dans le film que tu montres, même Colin Battable. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, là, moi j'en pense, mais t'as totalement raison. Pourquoi? C'est une question que vraiment beaucoup de gens m'ont posée, quoi. Pourquoi il y a Super Nanny dans le film, quoi? Tous les parents français sont pas comme ça. On n'est pas tous. Et puis vous avez pris les pires extraits. Enfin voilà, c'est beaucoup ce qu'on me dit. Moi, Super Nanny, j'ai voulu le mettre en avant, pas pour dire regardez comment les parents français sont monstrueux avec leurs enfants. Non, absolument pas. Je veux dire aux gens, regardez ce qu'on vous montre. Vous êtes un parent potentiellement fatigué, démuni pour certains. Enfin, il y a pas de honte à ça. Hein. C'est pas facile de s'occuper des enfants. Hein. Et vous cherchez des petites solutions, du soutien, des astuces, enfin des choses un peu comme ça pour la relation à vos enfants. Et on ose en 2020 présenter encore des choses comme ça aux parents. C'est criminel pour moi. Justement tout à l'heure on parlait du fait que les enfants sont les premières victimes de violences en ces temps de confinement et qu'on sait, l'aide sociale à l'enfance, elle est totalement, ils sont débordés là, ils savent plus quoi faire, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai regardé, bon, d'habitude je suis jamais devant la télé, mais bon, là, confinement oblige, on se met devant la télé. Et j'ai vu que ce week-end, samedi là, sur TFX, ils ont fait une spéciale Super Nanny. Donc, c'est-à-dire que de midi à 9h du soir, ils ont passé Super Nanny en boucle, des épisodes différents, tout ça. C'est horrible de faire ça en ce moment.
Enfin, alors il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais enfin Super Nanny, c'est pas très violent, c'est pas. Ok, elle leur met pas des claques, mais c'est extrêmement violent Super Nanny. Super Nanny, c'est déjà c'est une émission de télé-réalité d'une. Donc ce qu'on vous montre, ce qu'on montre aux gens, c'est pas vrai. Tout est écrit à l'avance, tout est monté de façon à ce que on a envie de vous montrer ce qu'on a envie de vous montrer, le reste on ne vous montre pas. Donc déjà c'est entièrement faux. Faut déjà se mettre ça dans la tête, quoi. Ensuite, on a vraiment c'est toujours le même schéma. Ça commence par une famille, donc on nous montre une famille avec des enfants insupportables. On a une petite voix off qui nous dit à quel point les enfants sont insupportables. Souvent, il y a même les parents qui sont au bord du divorce à cause des enfants. C'est-à-dire que c'est les enfants qui sont le malheur de la famille à chaque fois. Donc on voit les enfants en crise, voilà, bon, de nombreuses scènes sont montrées où les enfants ont des comportements des fois inadaptés, et les parents qui sont démunis, qui pleurent des fois, enfin bon, des choses comme ça, quoi. C'est monté de façon à ce que du début les enfants on les aime pas du tout, hein. Et puis là on a Super Nanny qui arrive, hein. Donc Super Nanny qui regarde les images très choquée en disant là les pauvres, enfin bon c'est terrible. Donc elle arrive comme la sauveuse, hein, la sauveuse, quoi. Et donc déjà dans notre cerveau, dans l'émission telle qu'elle est faite et telle qu'elle est montée, on est déjà du côté de Super Nanny de base. Et ensuite, on va voir que Super Nanny, elle est pas tout le temps en train d'arracher les bras des enfants, hein. Sinon on dirait qu'elle est complètement folle. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que elle va d'abord parler aux parents, elle va les prendre dans leurs bras, dans ses bras, elle va avoir elle va dégager une certaine empathie. Et même elle va souvent parler aux enfants en leur disant bah alors qu'est-ce qui te plaît pas chez toi, chez tes parents, qu'est-ce que tu veux qu'ils changent, voilà mon petit lapin, mon petit trésor, elle leur donne des petits noms, tout ça. Et on se dit mais cette femme elle est géniale. On se dit elle va sauver la famille, c'est magnifique, voilà, ça touche à notre émotionnel. Et ensuite elle va donc passer à l'action, et quand elle passe à l'action, va y avoir des scènes courtes, parce qu'elles sont évidemment courtes, hein, elles sont stratégiquement posées dans l'émission, où on va faire preuve d'une très grande violence. Soit elle va tirer l'enfant par le bras, soit elle va lui dire des mots très dévalorisants, soit elle va le menacer, enfin bon, plein de choses différentes. Mais ça va passer crème en fait, parce que on s'est déjà attaché à elle, on n'aime pas les enfants parce que on s'est mis en tête que la famille devait être sauvée et donc les enfants devaient être mis à leur place. Et donc ça passe très bien. Parce qu'après, elle va faire autre chose, parce qu'après, ça va être monté différemment. Donc, ça passe très bien. Et du coup, on se retrouve à avoir une vision de la violence qui est beaucoup plus tolérante, en fait. On se retrouve à monter notre curseur, à se dire, ah bah, finalement, c'est pas très grave. Et ce qui se passe dans le film, moi, je suis allée montrer de longs extraits, beaucoup de Suédois, hein, de longs extraits, vraiment, hein. Il y a pas tout dans le film, on peut pas tout mettre, hein. Mais voilà, les gens disent souvent ouais, mais en même temps ils pleurent, mais en même temps vu les extraits qu'ils ont vus, non, ils ont vu de très longs extraits, hein. Ils ont vu la Super Nanny qui arrivait, ils ont vu beaucoup plus que ces simples extraits là, quoi. Ils ont pleuré quand même. Ils ont quand même été interloqués. Parce qu'en fait, c'est ça le problème majeur de cette émission, c'est que c'est toujours la faute des enfants. Or, désolé, et là, il y a des gens qui vont me dire, bah ouais, mais c'est culpabilisant. Et ouais, c'est peut-être culpabilisant, mais c'est notre responsabilité d'adulte. On n'est pas coupable de la situation en tant que parent, en tant que professionnel aussi. On n'est pas entièrement coupable, parce que la société, elle n'est pas derrière nous, et que du coup, c'est très compliqué d'aller inventer soi-même ses solutions. Mais on est pleinement responsable. Et la relation à l'enfant, c'est toujours l'adulte qui est responsable. C'est jamais l'enfant. L'enfant, il va jamais pouvoir être responsable de la relation avec l'adulte. C'est pour ça aussi que moi, j'estime pas que les enfants et les adultes sont foncièrement égaux. On leur doit des choses aux enfants. Les enfants, ils nous doivent rien. Alors ça, tu fais des teasings, tu annonces nos futures rencontres avec des gens qui vont parler d'agisme, mais souvent, je pense que leur approche implique aussi cette responsabilité, hein. C'est aussi une responsabilité en tant que parent de comment on réagit. Ophélie, tu allais dire quelque chose, je te laisse. Oui, en ce moment, on voit beaucoup passer, notamment sur les réseaux sociaux, des méthodes, etc., parce que les parents ont besoin de conseils pour savoir comment s'y prendre. Et c'est plein de bonnes intentions. Et je voulais avoir ton avis dessus parce que, de mon point de vue, c'est parfois rempli d'une violence psychologique qui est complètement insidieuse et qui peut faire encore plus de dégâts sur le long terme.
Bah, moi, c'est-à-dire que voilà, enfin, les méthodes, c'est quelque chose, c'est vrai que oui, j'ai beaucoup vu ça aussi ces dernières années. Et je me suis posé beaucoup de questions et je m'en pose encore sur ces méthodes. C'est un petit peu difficile pour moi d'avoir un avis peut-être totalement Tranché. complet, je dirais, parce qu'en fait, moi j'ai débarqué dans un pays qui avait entre guillemets déjà tout compris à ce niveau-là. J'avais 19 ans, j'étais déjà bien au courant voilà de ces violences, mais j'ai très vite baigné là-dedans. J'ai vécu chez des familles 24 heures sur 24, des familles suédoises avec leurs enfants jour et nuit pendant des années. Donc j'ai été totalement imprégnée de quelque chose de socialement très différent. Donc forcément dans ce contexte-là, j'ai du mal, personnellement, à comprendre cette nécessité de méthode. Parce qu'en plus, j'aime pas les méthodes. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on met dans une case. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis pas très méthode. Mais pour autant, j'ai aussi une compréhension de plus en plus, parce que j'y réfléchis vraiment beaucoup, j'ai envie de dire quotidiennement. Donc j'ai une approche de plus en plus peut-être interrogative plutôt que méfiante vis-à-vis de ces méthodes, parce que je me dis, oui, les gens forcément ils sont en France, ils ont grandi en France, ils sont devenus parents en France pour beaucoup. Ils sont entourés des institutions françaises, ils sont entourés de leurs voisins français, de leur famille française. Forcément, c'est compliqué quand ces modèles, on les a pas vus au quotidien. Donc, forcément, qu'est-ce que font les gens? Eh ben, ils vont chercher de l'alternatif, comme on l'appelle ici, et donc potentiellement et même presque obligatoirement quelque part une méthode. Après, ça peut être des méthodes très différentes selon les gens. Donc, c'est vrai que mon discours, il est un peu changeant maintenant par rapport à ça. Avant, j'avais plutôt tendance à être vraiment contre. Mais plus le temps passe, plus je me dis, oui, mais on fait chacun aussi avec ce qu'on est, on fait chacun avec ce qu'on peut. On n'a pas tous les mêmes histoires, on n'a pas tous le même vécu et on n'est pas tous au même endroit, quoi. Et c'est vrai que moi, je dis toujours que j'ai jamais suivi de formation, mais plus le temps passe et plus je me dis, ouais, mais si, finalement, la formation, je l'ai suivie pendant 7 ans, quoi, quand j'ai vécu en Suède. Mais sans m'en rendre compte. Une formation quotidienne, une formation quand j'allais faire mes courses, parce que quand j'allais faire mes courses, si je voyais un enfant qui faisait une crise dans le supermarché, et ben il y avait 90% de chances que je voyais le parent qui le prenait dans ses bras, qui lui faisait tout un débriefing de ses émotions pendant que moi j'achetais voilà à manger quoi. Donc j'étais pas là pour faire ça, mais je n'étais imprégnée que de ça. Quand je rentrais, que je regardais la télé avec les enfants, la télé suédoise pour les enfants, elle est formidable. Je tombais sur des programmes hyper intelligents où ça parlait émotion, ça parlait empathie, ça parlait, c'était vraiment, c'était hyper nourrissant au quotidien. Et c'est vrai qu'il faut aussi, je pense, voir que beaucoup de gens sont en France ou dans d'autres pays aussi d'ailleurs. Et donc, ouais, on essaye de s'en sortir comme on peut. Donc les méthodes, je dirais, moi j'ai tendance à dire aux gens maintenant, lisez, nourrissez-vous de tout, d'absolument tout ce que vous voulez. Ça peut pas faire de mal de toute façon, de se nourrir, d'être curieux. Et à un moment donné, je pense qu'il faut peut-être essayer de revoir un peu ce côté plus social et de voir aussi qu'est-ce qui nous correspond, parce que comme je disais tout à l'heure, on est tous différents, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais pas, par exemple, on me demanderait de faire du sport là avec un enfant, je vais pas, voilà, je vais pas être enfin, ça va pas être un moment agréable ni pour l'enfant ni pour moi parce que j'aime pas le sport. Enfin, donc, par contre, si on me demande de faire un gâteau avec lui, là, ça va être chouette, quoi. Là, ça va être super. Est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un d'incompétent parce que je vais pas faire un foot parce que non, ça veut dire que moi j'aime bien faire des gâteaux. Ça veut dire que peut-être l'autre personne en face sera extrêmement bon, je sais pas, en basket, en badminton, aura une passion à faire découvrir à l'enfant, mais n'aimera pas du tout faire des gâteaux. Enfin, je veux dire tout ça pour dire qu'on apporte tous des choses très différentes aux enfants. On est tous différents. C'est ça la richesse aussi. Donc attention à trop vouloir trop bien faire, de finalement plus du tout. Ça a coupé. Ah, ça. Est-ce que ça revient? Pourtant, le flux a l'air de bonne qualité. Moi, je l'entends. Hein. Il n'y a pas voilà, de. T'es revenu. Ah, c'est bon. Bon, chouette. Tu dis à force de trop bien faire, à vouloir trop bien faire. Oui, je dis à vouloir trop bien faire, on a peut-être un tout petit peu tendance, et c'est voilà, on a de bonnes intentions, hein, mais on en oublie un peu finalement. Ouais, mais moi je suis qui dans tout ça, quoi. Parce que voilà, enfin, je pense sincèrement que les relations humaines, elles s'apprennent pas dans les livres, quoi. Oui, c'est important de lire, c'est important de se nourrir, mais à un moment donné, c'est
c'est là-dedans, c'est à l'intérieur, quoi. Mais on est tous différents là-dessus. J'ai pas la bonne parole, je veux pas prêcher voilà, moi je pense comme ça. Après, chacun évolue à sa façon, c'est difficile quand la société, elle est pas, Alors, elle est. il y a deux questions. Il y a une qui est amusante, c'est quelle émission suédoise conseilles-tu? Alors, je trouve ça rigolo parce qu'on parle pas suédois. Ouais. Alors effectivement, disons que les émissions suédoises, en grande majorité, elles sont pas traduites en français, hein. Mais par contre, il y a, en plus, je crois que là, pendant le confinement, Canal+ a un petit peu ouvert tous ces canaux, toutes ces chaînes à tout le monde. Et ce que je sais, c'est que dans le film, à un moment, il y a une petite série qui s'appelle Stop, qui est une petite fille qui met un petit peu les adultes à leur place, qui est très sympa, qui a eu beaucoup de succès en Suède et qui a été diffusée en France sur Piwi+, je crois, en décembre 2019, un truc comme ça. En tout cas, je pense que maintenant, avec le confinement, on peut potentiellement peut-être trouver les épisodes il y a peut-être aussi sur Pippi Piwi. Langström, Fifi Brindacier, Ouais, qui est quand même quelque chose, une institution suédoise. Hein. Ouais, c'est Astrid Lindgren, l'institution. C'est celle qui a écrit le bouquin. Après, oui, c'est sûr que Fifi Brindacier a une grande place, mais bon, il y en a d'autres aussi. Mais oui, mais en tout cas, peut-être aller regarder Stop, ouais. Si Stop a été traduit en français, c'est pour les enfants, hein. Mais c'est très sympa, quoi. Je pense que les enfants, faut aussi les mettre au premier plan. Alors, il y a aussi une remarque de Charlotte qui dit, en France, il y a une grosse pression pour que les enfants soient bien élevés, pour pas qu'il y ait de tapage. Ça revient à ce que tu disais, c'est une question complexe parce qu'elle englobe, c'est pas qu'une question individuelle dans les familles, c'est toute notre société qui a à faire muter. On pourrait le faire seul dans notre coin, mais c'est plus facile si on y va tous. C'est un peu ce que dit Charlotte aussi. Oui, totalement. Du coup, quel est ton engagement ou ta vision de la nécessité d'une loi qui a été passée? Qu'est-ce que tu en penses maintenant que la loi est passée? Je te laisse un peu développer. On en avait déjà parlé quand je t'ai rencontré il y a un petit moment déjà. Mais... c'est vrai que pour moi, cette loi, elle était nécessaire. On l'attendait moi, je l'attendais depuis 10 ans, il y en a qui l'attendaient depuis 20 ans. Enfin, c'était une loi vraiment... sans la loi, il n'était pas possible... à un moment donné, on s'essoufflait. C'est-à-dire que oui, il y avait des gens qui avaient envie, encore une fois, de faire autrement, comme on appelle ça. Mais bon, il y avait aussi tous ceux qui disaient, oui, chacun son opinion, hein, chacun sa façon de penser. Voilà, ça restait une question d'opinion. La loi, même si elle est symbolique, même si pour beaucoup de gens on a l'impression qu'elle sert à rien, elle pose quand même un interdit social. Elle pose une fondation qui, à mon sens, est nécessaire et absolument inévitable en fait pour pouvoir ensuite construire dessus. Évidemment, il faut construire sur la fondation, hein, parce que la fondation toute seule, elle va pas très loin, quoi. Mais cette fondation, elle est nécessaire parce que tant qu'on construit sur la fondation, on construit sur du sable. Donc la loi, pour moi, elle était absolument nécessaire. Et quand elle est passée en France, j'étais elle aurait pu être mieux, mais pour ce qui est passé, c'était déjà un pas. Et c'est important. Il faut encore une fois arrêter de voir ça comme un débat éducatif. On n'est pas en train de faire un débat éducatif. Après, on peut faire des débats éducatifs sur plein de choses. Il y a plein de sujets intéressants dans l'éducation. Il n'y a pas plus de débat éducatif en Suède, hein. L'éducation, on en débat toujours. L'éducation, ça fait la couleur de la société, donc forcément, on débattra toujours de l'éducation. Et tant mieux, hein, c'est important. Il faut rester critique et il faut évoluer. Mais on peut pas débattre de la violence dans l'éducation. Ça, par contre, ça doit devenir... Ouais. Est-ce que tu peux préciser la loi pour ceux qui la connaissent pas? Ouais, qui dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Okay. Et cette loi, elle est passée, je ne me rappelle plus de la date exacte, juillet, est-ce que tu la connais? Ouais, en juillet 2019. Donc, qui a beaucoup été relayée quand même dans les médias comme la loi qui interdisait la fessée. C'est plus large que ça, hein. Mais c'est important, c'est primordial. Enfin, moi, je sais que je suis passée dans des écoles plusieurs fois en intervention. J'ai rencontré pas mal d'enfants. Avant la loi, c'était compliqué parce que même des ados, pas que des enfants, des ados aussi. C'était compliqué parce qu'évidemment, on leur amène une parole, on leur amène quelque chose de comment ça se passe ailleurs, mais ils n'avaient pas cette fondation sociale. Ça change beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas encore. Mais moi, en tout cas, je sais que le peu d'interventions que j'ai eu fait pour l'instant après la loi n'étaient pas les mêmes que les interventions avant la loi.
C'est-à-dire qu'on n'en est plus à dire est-ce qu'il faut voter une loi, parce que déjà ça prend du temps et finalement ça n'est que du gâchis de temps. On en est à dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. C'est beaucoup mieux, c'est pas encore gagné, mais c'est beaucoup mieux parce que la fondation elle est posée quoi. Bon, on a perdu son Guillaume. Moi, je voulais aller plus loin par rapport à cette loi qui, du coup, a été cataloguée comme la loi de la fessée. Finalement, on en oublie un peu parfois. Attends, je vais reposer ma caméra. Que les violences éducatives ordinaires, c'est pas que des violences physiques, c'est aussi des violences psychologiques que tu appelais au début des violences morales. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Comment faire prendre conscience aussi que tout ce qui est chantage affectif, tout ce qui est un peu le bâton et la carotte, c'est aussi une forme de violence. Ouais, mais bien sûr, ça rentre de toute façon dans les violences psychologiques. Enfin, je sais que, enfin, la loi en Suède, elle interdit les violences physiques, enfin les punitions corporelles telles que eux l'écrivent bien clairement, et les humiliations. Donc, ce n'est pas juste, voilà, en Suède, on met pas un enfant au coin. C'est pas possible. On n'enferme pas un enfant dans sa chambre, c'est pas possible non plus. Donc ça va plus loin. Je pense qu'effectivement, de toute façon, en France, il y a de très bonnes choses en France, on a de très bonnes choses dans les pays latins, mais on a aussi un environnement, une habitude peut-être plus large, plus tolérante d'agressivité, de violence, qu'on voit même plus, hein, d'ailleurs, on le voit même plus parce qu'on baigne dedans, pas forcément qu'avec les enfants d'ailleurs, en règle générale, dans nos relations, dans nos façons de communiquer. Et donc forcément, on a une tolérance plus forte. Enfin, moi, je défie quiconque, en plein milieu de Stockholm, d'aller choper le bras de son enfant et lui crier dessus. Tout le monde va s'arrêter et va regarder. Et il y en a sûrement qui vont prendre leur téléphone et qui vont appeler les autorités, quoi. Ça ne se fait pas. On ne maltraite pas les enfants. Les enfants, on les protège. Les enfants, on les sécurise. Je pense qu'elle est là aussi la grande différence sociale. On parlait tout à l'heure du fait qu'on a cette idée que l'enfant veut nous avaler tout cru et que donc faut le mater un petit peu pour pas se laisser faire. Cette vision-là, elle est presque inexistante en Suède. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée que l'enfant, il arrive sur cette terre, voilà. Enfin, on est sur la théorie de l'attachement, hein. Donc la théorie de l'attachement, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est en France. Et ça, déjà rien que là, on voit qu'il y a un problème parce que l'attachement, tout le monde devrait savoir ce que c'est que l'attachement. Là où en France, tout le monde sait ce que c'est que le complexe d'Oedipe. Enfin, je parle de complexe d'Oedipe, tout le monde sait ce que c'est. Mais il y a plein de gens qui vont pas savoir ce que c'est que l'attachement. En Suède, je vais parler d'Oedipe. Personne qui va savoir ce que c'est. On va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Jamais entendu. Je parle d'attachement. Un ado de 15 ans va savoir de quoi je parle. Donc, on n'a pas la même vision. C'est-à-dire que, pour faire simple, la psychanalyse freudienne va nous amener cette idée, que voilà, l'enfant, donc il est pas forcément toujours très bienveillant envers nous, et donc il va falloir le frustrer, dompter un petit peu ces pulsions, ces pseudo-pulsions que l'enfant aurait, quoi. Les Suédois, ils ont totalement zappé Freud, hein, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Et eux, ils en sont, comme la plupart des autres pays d'ailleurs, hein, pas que la Suède, ils sont passés sur Bowlby. Donc là, il y a des gens qui vont me dire qui est Bowlby. Et là, je vais dire, mais mon Dieu, les gens ne savent pas qui est Bowlby. Mais évidemment que les gens savent pas, puisqu'on n'en parle pas. Bowlby, c'est la théorie de l'attachement 1950, à peu près les années 50. C'est juste, voilà, il devrait être connu de tout le monde, en fait. C'est ce qu'on a aujourd'hui de plus récent sur la psychologie humaine, sur la nature humaine, c'est vraiment primordial pour nos relations. Pourquoi la Suède et les pays nordiques en règle générale, mais on va parler de la Suède parce que moi je connais que la Suède, mais pourquoi la Suède elle a 480 jours de congé parental? Parce que on sait très bien que une société saine, ça se construit sur des enfants qui ont un bon attachement avec leurs parents, et l'attachement ça se fait la première année. Bon, après ça se fait aussi les autres années, un petit peu dans les 3 premières années et par la suite, mais la première année elle est primordiale. On met pas un enfant à la crèche à 2 mois en Suède, ça n'existe pas, c'est impossible. Donc il y a toute une façon différente d'appréhender la relation. On a trop cette idée que l'enfant il nous veut pas du bien, quoi. Il cherche à nous manipuler, il cherche. On en oublie toute notre responsabilité en fait qu'on a vraiment envers les enfants de sécurité affective. On a que des responsabilités envers les enfants. On n'a pas de droit. Hein. Enfin, on est là pour leur mettre une bonne base dans la vie, quoi, une confiance en nous, les adultes, qui fait qu'ensuite ils auront confiance dans le monde, dans leur vie et en eux-mêmes, quoi. Et ça c'est
c'est une différence monumentale entre les deux pays, qui se sent très loin dans les relations même adultes. Est-ce que tu as constaté en Suède qu'il n'y avait plus aucune forme de violence éducative, ou est-ce que tu as constaté d'autres formes de violence? C'est une question de Manuela. Alors, plus du tout de violence éducative. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans tous les foyers suédois. Ce que je sais, c'est que la violence éducative telle qu'on l'entend, punitive, voilà, ce genre de choses, ouais, non, elle est quasiment inexistante aujourd'hui. La maltraitance, elle existe encore. La maltraitance n'existe pas toute seule. La maltraitance en Suède est uniquement un effet secondaire d'un problème social. C'est-à-dire qu'un parent qui va avoir des soucis peut-être d'alcool, de drogue, de problèmes psychiatriques, des choses comme ça, potentiellement, comme un effet secondaire, il va y avoir de la violence sur les enfants. Donc ça existe, les enfants qui sont en aide, voilà, qui ont besoin de l'aide sociale à l'enfance ou qui sont placés ou ce genre de choses. Mais par contre, pour en avoir discuté d'ailleurs avec les services sociaux de Stockholm il y a quelques années, ce qui m'avait dit et qui m'avait quand même marqué, c'est que là, la maltraitance des enfants n'est plus un problème social en soi. C'est un effet secondaire d'un autre problème social. Potentiellement, pas toujours, hein. Mais ils l'ont même plus comme, voilà, ça n'existe pas en Suède, le parent bien sous toute couture, qui a l'air très bien, qui est très sympa, et en fait, qui tabasse ses enfants. Ça n'existe pas, quoi. C'est plus du tout, c'est plus du tout d'actualité. Donc ça donne quand même un grand espoir, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment ça que j'ai vu en Suède, qui m'a vraiment beaucoup interrogée, sidérée, émue. C'est de voir à quel point c'est pas tellement du jugement qu'ils ont vers les Français, parce qu'ils aiment beaucoup les Français, les Suédois, comme beaucoup d'étrangers d'ailleurs. Ils aiment beaucoup la France. Et quand je leur disais un petit peu comment nous on voit les choses, c'est pas du jugement, c'est pas de la colère, c'est de la stupéfaction, quoi. C'est mais comment c'est possible? Comment c'est possible, quoi? Alors, il y a une réaction de Charlotte qui dit qu'elle est témoin tous les jours de la violence de ses voisins en ce moment qui hurlent sur leurs enfants. Elles se sont démunies, coupables. Elle ne sait pas quoi faire, elle trouve ça délicat. C'est-à-dire que ça rejoint ton propos. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire individuelle, c'est une histoire collective. Et je pense que c'est ce que tu as essayé de nous montrer aussi dans le documentaire. Et tu peux nous parler de ce moment où la loi est passée et tout ce qui a été fait en parallèle. Il y avait les émissions de télé, il y avait des pubs, je sais pas, enfin des trucs qui étaient faits sur les pots de yaourt ou le lait. Il y a des trucs comme ça. Ouais, c'est le lait. Tu vois, qu'est-ce que les gens ont raconté de cette période-là? Parce qu'il y a dû y avoir des oppositions très fortes. Comment ils ont pu faire? Oui, il y a eu des oppositions très fortes, oui, c'est sûr. Ils étaient à peu près 70% à être contre la loi. Ils n'ont pas été contents, ils l'ont fait savoir, ils ont dit au gouvernement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein, nous laissez pas sans solution. Et du coup, le gouvernement a lancé une campagne qui était à l'époque la plus grande campagne qu'ils avaient jamais lancée, justement avec la loi imprimée sur les bouteilles de lait, ou ce petit spot télé qui est d'ailleurs dans le film, où on voit voilà une brochure qui était conseillée aux parents, une brochure qui a été distribuée dans toutes les familles en 12 langues, je crois. Qui est pas une brochure de l'éducation parfaite, puisque ça n'existe pas, ça se saurait, qui est une brochure qui expliquait ce que c'est que la maltraitance, pourquoi cette loi elle est nécessaire, pourquoi cette loi a un rapport direct avec la maltraitance grave, pourquoi la violence éducative c'est le terreau de cette maltraitance finalement. Parce que quand on aborde le sujet comme ça, les gens ils sont aussi beaucoup plus à l'écoute, parce que la maltraitance grave personne n'en veut. Il y a peu de gens qui font le lien entre la violence éducative, la pseudo-violence éducative, et la maltraitance beaucoup plus lourde. Alors qu'en fait, le lien, il est très clair entre les deux. Et quand on diminue ou quand on interdit la violence éducative, la maltraitance lourde, elle baisse drastiquement dans les années à venir. Donc ça, c'est comme ça que ça a été abordé. C'est sous cet angle-là que ça a été abordé. En tout cas, en Suède, l'idée n'a pas été tout de suite on n'a pas parlé à l'époque, on parlait pas de neurosciences électives, on n'avait pas encore ces éléments-là à l'époque. Donc on n'avait pas encore tout ce qu'on a nous aujourd'hui sur le cerveau de l'enfant. Donc la loi était d'abord là parce qu'il y a une petite fille qui en 1971, une petite fille de 3 ans qui est morte, qui a été battue à mort par son beau-père et sa mère, alors que les services sociaux étaient au courant du potentiel danger. Et elle est morte quand même. Et du coup, suite à ça, il y a eu un grand débat national, comment il est possible que des enfants décèdent sous les coups de leurs parents, quoi.
Et ça a amené doucement la loi. Enfin, il y a eu d'autres facteurs aussi, mais c'est un des facteurs. Et ça a été vraiment cette idée que plus aucun enfant ne doit être battu dans notre pays. Donc, on peut pas tolérer qu'il y ait un pseudo droit de correction raisonnable. Mais raisonnable, ça veut dire quoi? Et voilà, il y a eu cette idée, non, on interdit tout en fait. On ne touche pas aux enfants et ça sera beaucoup plus simple de combattre la maltraitance comme ça, quoi. C'est comme ça que France, ça. Vas-y, je te laisse finir ta phrase. Non, du coup, non, je pensais aussi du coup à cette personne du coup qui témoigne, qui dit que pendant le confinement, elle entend ses voisins se défouler un peu sur les enfants. C'est tellement en France, c'est souvent qu'on entend des gens, on voit des gens dans la rue, on aurait tous besoin d'une cellule psychologique quoi en France. On s'en rend pas compte, mais on voit de la violence sur les enfants tout le temps quoi. Et je pense qu'il faut pas hésiter à intervenir. Alors quand on me dit ça, généralement les gens me disent oulala. Non, je n'ose pas, ça ne me regarde pas. Intervenir, ça veut pas forcément dire aller gueuler sur le voisin. Hein. C'est-à-dire que intervenir, ça peut se faire de 36 façons différentes. Ça peut aussi se faire, ça peut être d'aller parler à l'enfant. Ça peut Moi, je sais que j'interviens très souvent quand je vois ce genre de choses parce que sinon, j'y pense pendant des semaines, voire des mois après. Ça se passe bien dans 90% des cas. Ça dépend comment c'est fait, encore une fois. J'ai souvenir, il y a pas très très longtemps, à Paris, une maman avec son fils qui avait peut-être 4-5 ans, je sais pas, qui était dans un café et le petit garçon qui commence à s'impatienter. Bon, il était sûrement fatigué, je sais pas ce qu'il avait, et qui commence du coup un peu à jeter son doudou, à taper des pieds, et la mère qui avait l'air plutôt sympa quand même, mais qui était très gênée du regard des autres autour. Et je sentais avec les secondes qui passaient que cette maman, elle commençait vraiment à saturer et même à serrer les dents. Tu arrêtes, enfin voilà, de façon très pas productive quoi. Un moment de prendre le petit garçon par les deux bras. Enfin bon, j'ai dit là ça va partir en crescendo et je suis juste allée la voir. Je lui dis excusez-moi madame. Donc déjà très très inattendu pour elle. Donc elle a eu un petit mouvement de recul quoi. Et puis je lui ai dit, je vois que vous avez vraiment du mal là avec votre petit garçon. Je veux juste vous dire, c'est normal ce qu'il fait. Il est petit, il peut pas encore gérer ses émotions. C'est totalement normal à son âge. Ouais, je lui ai dit avec toute la bienveillance du monde. Hein, et du coup, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit oui, c'est pas facile. On est en public. Et je dis oui, je comprends, mais vous savez, les gens autour là, vous en occupez même pas quoi. Ne pensez qu'à votre petit garçon. Il a du mal à gérer ses émotions. Elle m'a dit qu'il avait 4 ans. Je dis bah voilà, il a 4 ans. C'est totalement normal. Donc ne vous prenez pas la tête. Vous n'êtes pas une mauvaise mère. Ne vous occupez pas du regard des autres. Moi, je vous soutiens. Et elle m'a dit bah merci de me dire ça parce que merci quoi. Et j'ai tout de suite senti qu'elle était beaucoup plus apaisée envers son petit garçon. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont souvent peur du regard de l'autre, ce qui est sûrement pas le cas en cas de confinement. Mais en tout cas, on a quand même on a tous potentiellement une possibilité d'intervenir. Encore une fois, avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, on n'interviendra pas tous de la même façon. Et tant mieux, hein, sinon ça serait bien dommage si on était tous toujours à avoir les mêmes comportements. Mais on peut tous intervenir. Voilà, ça peut être aussi de dire à cette voisine, j'entends que ça va pas pour vous. Mais pour moi, c'est difficile d'entendre ça. Ça peut être aussi de se recentrer sur soi-même. Peut-être, enfin, il y a 36 façons d'intervenir, mais je pense sincèrement qu'il est nécessaire d'intervenir. Parce que l'enfant l'entendra et parce qu'il faut vraiment que cette problématique devienne encore une fois une responsabilité sociale et commune de tous. Les enfants n'ont pas à être maltraités, c'est notre responsabilité d'adultes. On a signé tous la Convention des droits de l'enfant en devenant adulte. Hein. En France, depuis que la loi est passée, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Est-ce qu'il y a des structures qui accompagnent les parents et les enfants vers cette prise de conscience? Il y a plein de choses en France. Il y a plein d'assauts. On est un pays où il y a énormément d'associations. Les gens se bougent, hein, clairement. Ça là-dessus, en France, c'est un côté très positif de la France dans notre côté très latin et un petit peu des fois contestataire. On a aussi des trucs très chouettes. Mais peut-être plus au niveau plus haut au niveau du pouvoir tout ça
Non, pour l'instant, clairement, il n'y a pas eu grand-chose, hein. On est en attente. Voilà, il y a la commission des 1000 jours, hein, qui je pense, du coup, est un petit peu à l'arrêt avec ce qui se passe, qui est censée proposer du soutien aux parents sur les 1000 premiers jours de l'enfant, parce que, parce que je pense que ça a un rapport avec l'attachement, puisque le président de cette commission, c'est Boris Cyrulnik, et bon, Boris Cyrulnik, au niveau de l'attachement, il est quand même, je pense que là, pas mal de gens le savent, quoi. Donc, il y a forcément des bonnes choses qui vont en sortir. Mais moi, personnellement, je suis un petit peu déçue pour l'instant de voir qu'on met pas une place plus grande au sujet des violences éducatives. On le voit un peu comme un détail en France. Maintenant on a une loi, c'est très chouette, c'est une première base. Mais on l'a vu aussi dans les autres pays. La loi doit être automatiquement suivie de campagnes, d'explications, de formations, d'éducation finalement des adultes, parce que sinon ça va pas loin, quoi. C'est pas une loi, voilà, on n'est pas là juste pour interdire et puis dire débrouillez-vous. Il faut forcément redessiner un petit peu les modalités dans les relations adultes-enfants, et ça clairement ça peut pas se faire. Les gens peuvent pas inventer, en fait. Encore une fois, tant qu'on n'a pas la société derrière nous. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui vont, encore une fois, se tourner vers toutes sortes de méthodes, il y a plein de possibilités, mais il faut que ça soit social d'amener une autre vision de l'enfant. Après, chacun fait son éducation comme il veut là-dessus, quoi. On t'entend pas? Vous m'entendez pas? Non, on n'entend pas Jean-Guillaume. Ah, c'est bon. Il y a dans les commentaires des questions qui sont faites sur le fait qu'il y a des gens qui font le constat, qui ont vu des enfants suédois, il faudrait que je relise le commentaire, mais en gros, les enfants faisaient n'importe quoi, puis les parents, c'est eux qui se soumettaient, tu vois. Des gens qui ont vu ça se dérouler tu vois, et du coup, ça donne pas une image qui donne envie. Est-ce qu'il n'y a pas eu cet excès-là? Il n'y a pas cet excès-là aussi? Et puis, une deuxième commentaire, c'est sur l'école suédoise, où j'y reviendrai après, déjà répondre à cette première question. Ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, franchement, encore une fois, c'est pas la France. Donc, c'est-à-dire que si on va en Suède, on se balade, on regarde et on voit des choses, vous verrez aussi des enfants manger du concombre à 4 heures de l'après-midi, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est une culture différente, c'est une approche humaine qui n'est pas la même. Les pays nordiques et les pays latins n'ont rien à voir. C'est des planètes différentes, quoi. Donc, moi, je sais qu'il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de recul, beaucoup de curiosité aussi, pour pas tomber dans un jugement hâtif, pas forcément au niveau des enfants d'ailleurs, au niveau de tout, au niveau de plein de sujets différents en Suède. Je pense qu'il faut y aller avec de la curiosité. C'est-à-dire, c'est pas parce que on voit un parent qui potentiellement, à notre sens, ne fait rien, que ce parent ne fait rien. Parce que déjà, le parent, je suppose qu'il parle suédois, donc du coup, c'est peut-être un peu compliqué de savoir ce qui se dit. Et puis, les Nordiques ne sont pas comme nous. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que le parent reste calme, parce que de toute façon, le parent restera calme. C'est pas parce que la voix monte pas, c'est pas parce que il y a pas une pose d'autorité très voyante, très marquée, qu'il n'y a pas de cadre. Moi, je tiens quand même à dire, en tant que Française qui a vécu pas mal d'années en Suède, les Suédois sont beaucoup plus disciplinés que nous. Beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en France, on a plein de choses positives et puis des choses où on peut encore s'améliorer. On est quand même un peuple qui aime pas le cadre, on n'aime pas l'autorité, on n'aime pas, j'en fais partie d'ailleurs. Les Suédois sont beaucoup plus dans l'autodiscipline, ils sont beaucoup plus dans le sens du bien commun. Ils sont, les adultes, je parle. Donc forcément, c'est bien que cette éducation cette éducation à l'indépendance, cette éducation à la confiance, parce qu'encore une fois, c'est pas juste une histoire de violence éducative, c'est toute une éducation. C'est bien que cette éducation-là fait des gens quand même plutôt chouettes à l'âge adulte, quoi. Donc je comprends peut-être le choc culturel sur certaines scènes, peut-être, de se dire que c'est bizarre, que c'est. Moi personnellement, quand j'ai vu ça au tout début de mon séjour, j'ai choisi de rester curieuse et de rester ouverte pour comprendre ce qu'il y avait derrière, mais sur tellement de choses, sur
sur plein de fois aussi dans mes relations aux adultes. Parce que si on s'arrête et qu'on se dit, oh là là, c'est pas comme ce que je vois d'habitude, ça me plaît pas, donc c'est pas bon, c'est pas, voilà, je valide pas. Bah, autant rentrer chez soi, quoi. Parce que, enfin, moi, en étant dans un pays étranger, je voulais vraiment, voilà, c'est pas forcément, c'est pas simple. Ça prend des années, hein, avant de s'imprégner de la culture. Donc, je pense que c'est très humain de juger, je pense. Je pense qu'on a trop cette idée ces derniers temps qu'il faut pas juger, que le jugement c'est quelque chose d'absolument abominable. Je pense que c'est très humain de juger. Je pense qu'il faut qu'on soit humble vis-à-vis de ça. Nous avons des préjugés. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, on a plein de préjugés sur tellement de choses. Plutôt être curieux d'essayer d'aller déconstruire ces préjugés, d'aller voir pourquoi on a ces préjugés. Je pense qu'il faut pas se dire, moi je juge pas, je suis totalement, voilà, on juge tous. Mais essayer d'aller dans plus une curiosité, quoi, être toujours curieux, rester curieux de pourquoi ça me dérange, pourquoi ça là, pourquoi je le vis comme ça, parce que la réponse finalement elle est quand même plus en nous qu'à l'extérieur souvent. Ok. L'autre question, c'est par rapport à l'école. Après avoir vu ton documentaire, j'avais trouvé un article dans Le Monde diplomatique qui dressait un état catastrophique de l'école suédoise. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça avait l'air vachement intéressant. Il y avait plein de possibilités différentes. Ce qu'on voit dans ce que tu montres, ça a l'air d'être super intéressant. Qu'est-ce que tu en sais de l'état de l'école suédoise qui avait l'air vraiment à 2 vitesses ou à 4 vitesses même? Bah, j'en sais que, encore une fois, c'est beaucoup une question d'opinion. Là, pour le coup, l'école, je pense qu'on rentre plus dans quelque chose de l'ordre de l'opinion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que le système suédois est très bon. Et puis il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il n'est pas adéquat, Moi, je pense que je préférerais avoir mes enfants dans l'école suédoise qu'à l'école française, du point de vue des valeurs qui y sont partagées, du point de vue des adultes qui vont côtoyer, qui auront une vraie formation sur l'enfance, contrairement à nos enseignants qui sont trop peu formés sur les enfants, hein, et puis qu'on a la même formation, qu'on s'occupe d'un enfant de 3 ans ou d'un enfant de 10 ans, ça c'est pas normal. Donc je pense que l'école suédoise met un énorme accent sur le côté humain, relationnel, social, bien commun, vivre ensemble. Ça, là-dessus, ils sont très bons. Après, ils sont peut-être moins, oui, effectivement, si on regarde au point de vue des calculs internationaux, tout ça, ils sont beaucoup moins bons que les Finlandais, qui sont plus les premiers, mais en tout cas qui sont très bons dans le monde, quoi. Ils ont une approche. Les Suédois, à toute épreuve, vont toujours privilégier le côté humain, relationnel, bien-être, bien avant les résultats. Oui, ça a beaucoup de... Sur les calculs du test PISA, on peut aussi se questionner parce que tu as des pays qui sont en tête ou qui sont passés devant la Finlande, mais on peut aussi oublier l'état dans lequel sont les enfants, je pense. Et oui, c'est ça. Et c'est efficace, mais à quel prix? Voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça, non, mais c'est totalement... 11 heures d'école par jour, oui, c'est efficace. Non, mais bien sûr. Je pense qu'en Suède, mais c'est un petit peu, voilà, c'est complexe, c'est pas noir ou blanc, là, pour le coup. J'aime beaucoup cette manie suédoise, je dirais, qui, moi, m'apaise beaucoup, de toujours mettre le bien-être au cœur des choses, de toujours mettre comment on se sent, le ressenti, la vie émotionnelle. Enfin, moi, ça me convient vraiment. Après, c'est sûr que dans certaines circonstances, on aimerait aussi peut-être voir un peu de résultats, peut-être plus dans... voilà, je pense que c'est aussi assez individuel, quoi. Moi, quand j'ai appris le suédois, effectivement, j'aurais plutôt apprécié que les Suédois me reprennent et me disent là où je me trompais quand je parlais suédois, plutôt qu'ils me disent sans cesse « qu'est-ce que tu parles bien suédois ?» et du coup, je m'améliorais pas, quoi. Mais parce qu'on a toujours cette idée que il faut que l'autre se sente bien, il faut qu'il se sente en confiance, il faut pas lui faire de la peine inutilement, il faut pas aller lui bafouer ses émotions. On a même un mot, quoi, en Suède pour la violation de l'intégrité émotionnelle, quoi. Donc c'est une culture vraiment différente. D'accord, très bien. Peut-être qu'on va envisager de conclure, mais il y avait peut-être des remarques, Ophélie. Oui, pour conclure, en fait, je voulais savoir, donc toi, comment tu envisages la suite?
quels sont tes espoirs et qu'est-ce qui, pour toi, va se passer par la suite par rapport à ces violences éducatives ordinaires, que ce soit au sein de l'école ou au sein des familles? Ouais, alors moi je suis très enthousiaste hein, déjà. Je me dis que bon, c'est très bien, on est jeune donc c'est parfait parce qu'il y a du boulot. Mais non, je suis très enthousiaste. Je veux dire, maintenant on a la loi. Encore une fois, oui, la Suède est le premier pays du monde à l'avoir fait et a beaucoup de choses à nous apprendre. Mais la Suède n'est pas la France. Ce que je dis souvent vis-à-vis du film, c'est que on s'en moque un peu de la Suède. Hein. Enfin, moi j'aime beaucoup la Suède, donc je m'en moque pas. Mais on n'est pas, voilà, c'est pas, je suis pas allée dire aux gens, partez tous en Suède. C'est pas ça le but. Même s'il y a beaucoup de gens qui, suite au film, ont envie de déménager, mais c'est pas de dire ça, c'est juste de dire, regardez, c'est possible à l'échelle de toute une société. C'est quelque chose que nous, on peut faire aussi. Ça veut pas dire copier le modèle suédois, puisqu'avec notre culture, de toute façon, on pourrait pas le copier à 100%, ça fonctionnerait pas. Donc ça, c'est même pas quelque chose qui s'envisage, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on peut prendre de chouette, d'inventif, de nourrissant, tout en gardant aussi ce que nous on a comme force aussi dans les pays latins et en France, parce qu'on a aussi nos forces, quoi, nos forces qui nous sont propres. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, je suis très enthousiaste. Hein, je veux dire, la loi elle est passée, donc moi c'est vraiment ce que je voulais. Elle aurait pu être mieux, mais elle est passée, donc c'est déjà un grand pas. Je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui se posent des questions. Je pense que tous les parents, en tout cas pas tous, mais une très grande majorité des parents veulent bien faire. Ils veulent le bonheur de leurs enfants. Ils veulent tout donner à leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants ils soient heureux, qu'ils grandissent, qu'ils soient épanouis. Et sur cette idée-là, je pense que vraiment on a que du bon devant nous, quoi. Les gens sont pas malveillants, les gens sont paumés. C'est pas la même chose, quoi. Comme dit Olivier Morel, la nature est bonne, la nature humaine est bonne. Oui, voilà, enfin comme dit Olivier Morel, non, mais c'est ça. Je pense qu'il faut, c'est toute cette violence, toute cette absurdité des fois qu'on a dans les relations avec les enfants. C'est pas basé sur quelque chose de méchant, de mauvais, de malveillant. C'est basé sur beaucoup de souffrance, souvent, de la part des adultes, qui eux-mêmes ont des blessures d'enfants. C'est basé sur beaucoup d'isolement peut-être, parce qu'on n'a pas la société autour de nous. En tout cas, c'est pas basé sur des points qui font qu'on n'arrivera pas à changer les choses. Moi, je suis très enthousiaste. Les jeunes parents, ils ont très envie maintenant de faire changer les choses. Ok, super, merci. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore trouver ton documentaire. Je dois avoir l'image quelque part, mais c'est plus facile pour moi de faire comme ça. Tu as quelques petits soucis juridiques en ce moment pour pouvoir le diffuser, mais on espère que tu vas trouver une solution à ce problème-là. Pour te soutenir, une amie à toi a fait une campagne. On va mettre le lien là en tout. Enfin, Jean-Guillaume va mettre le lien. Les gens pourront aller et te soutenir. Nous, on se retrouve demain, Jean-Guillaume, avec Daniel Favre. Oui. Alors, Daniel Favre, c'est un chercheur en neurosciences et sciences de l'éducation. Et vu que tu as le programme, Ophélie, à qui après? Oui, et dimanche, on se retrouve avec Sandra Langhorst, qui a été directrice de l'école Skole, donc une école Sudbury, démocratique Sudbury à Sophia Antipolis. Et elle viendra nous parler des apprentissages autonomes et au sein de l'école, excusez-moi. Et lundi, on parlera agisme et sur les enfants, 7 bandes de sauvages, avec Elfie Reboulot qui a écrit un livre qu'on retrouve aux éditions du Être Myriadis. Je pense que vous allez bien vous amuser. Oui, merci. Un super beau programme en perspective. Merci à toi, merci à ceux qui nous Merci à vous. Et puis bon courage. Hein. J'espère que tout le monde va bien. On n'en a pas trop parlé, hein, mais j'espère que vos familles vont bien, vos proches vont bien. Moi, ça va. Restez bien en santé et puis on espère que. On sait qu'on est confiné jusqu'au 15 avril, donc on a plein de trucs à rencontrer jusqu'au 15 avril. Ouais. Et ben beaucoup de courage. On espère pouvoir avoir aussi en ligne qui dit merci. Voilà, il y a plein de gens qui nous remercient. Et ben nous on les remercie aussi. J'essaie de les faire passer. Voilà. Pareil. Merci, c'était très chouette. Je n'avais pas fait de live encore.
Facebook, c'est très sympa. C'est à refaire. Et il y a Elfie, c'est lundi, effectivement, Elfie. Oui, c'est ça, lundi à 18h30. À bientôt, merci. Ouais. À bientôt. Salut. Salut.